Bonjour, mon nom est Locke. C'est ici, dans cet ancien camp militaire, que mon père a passé plus de 25 ans de sa vie. Il n'était qu'un enfant quand ma grand-mère fut contrainte de quitter l'ancienne Indochine suite aux événements qui s'y sont déroulés. J'ai passé mon enfance et une bonne partie de mon adolescence dans ce camp, jusqu'au moment où mes parents durent le quitter. Il avait tout juste 20 ans quand il a épousé ma mère. C'est dans ce camp qu'ils se sont rencontrés. Son père y était également admis à cause d'une infirmité qui empêchait son reclassement. Il faut dire que les gestionnaires du camp les ont autorisés à vivre ici et occuper un petit 2 pièces, car mon père n'avait pas encore d'emploi. Ma grand-mère avait l'habitude de s'adresser à nous dans sa langue maternelle, car elle n'en connaissait pas d'autre. C'est ce qui m'a permis de la comprendre, elle et les autres habitants du camp. C'est elle qui avait l'habitude de m'appeler Locke. Elle pensait que ma venue au monde apporterait la chance à toute la famille. Alors, elle m'a donné ce pseudonyme vietnamien, car il désignait la prospérité. Comme beaucoup d'autres rapatriés, elle vécut un épuisant voyage. Ainsi, plus d'1 millier d'entre eux vont transiter par ce camp. En fait, seuls des alignements de longs baraquements de briques nues les attendaient, elle et ses congénères. Il s'agissait en réalité d'un ancien camp militaire transformé en centre d'accueil. Sa famille, composée de 2 adultes et de 3 enfants, fut installée dans un petit 4 pièces de 60 mètres carrés environ. C'était en juin 1956 qu'après un périple de plus de 20 jours, elle débarqua avec sa famille et des centaines d'autres Indochinois sur le quai Joliette, à Marseille. Elle était persuadée qu'après avoir abandonné terre et famille, le long voyage pour la destination inconnue qu'était la France offrirait un bel avenir à ses enfants. Elle nous rappelait souvent que le voyage était difficile parce que tout le monde souffrait du mal de mer, surtout pour ceux qui voyageaient dans la cale du bateau. Rapidement, la famille a été dirigée vers le camp du Luc, une petite commune du Var située dans le massif du Canet des Morts. Ma grand-mère avait 20 ans et mon père venait de fêter son 2e anniversaire. C'est là que les familles résidaient en attendant d'être reclassées ou dirigées vers d'autres sites dans tout le sud de la France. En attendant des jours meilleurs, en quelque sorte. À Sainte-Livrade, cet ancien camp militaire, installé en périphérie de la ville, était disponible à l'accueil de nouveaux arrivants. Ce camp a été construit grâce aux efforts d'immigrés espagnols à partir de 1939. Sa construction ne fut jamais achevée du fait de la débâcle de 40. Seul un contingent de réfractaires du groupe des travailleurs coloniaux indochinois de la 4e Légion de Toulouse y sera cantonné entre 48 et 52, avant d'être rapatrié chez eux dès que les liaisons maritimes furent rétablies. Et peu de temps avant que la défaite du corps expéditionnaire en Indochine ne créât la stupeur des Français persuadés que la France disposait d'un potentiel militaire suffisant pour ne jamais tomber sous les coups de butoir du Viet Minh. Le camp de Sainte-Livrade était désigné par l'acronyme CARI, qui signifiait Centre d'accueil de rapatriés d'Indochine. Après le ministère des Armées, puis celui de l'Intérieur, c'est dans les années 70 que le camp passera sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. Et le CARI devenait le nom moins pudique CAFI, pour Centre d'accueil de Français d'Indochine. Certains disaient que ce glissement de nom était une manière d'assimiler les Indochinois. Mais paradoxalement, les conditions mêmes de leur accueil allaient à l'encontre de cette volonté d'assimilation, puisque dès son ouverture, le centre était géré par d'anciens cadres militaires ou des fonctionnaires coloniaux qui n'eurent de cesse d'appliquer un arrêté disposant d'un règlement quelque peu martial à partir de 59.
Cái này khoai sọ con ơi. Tao luộc tao ăn đấy chứ. Tao ăn với chấm đường tự nhiên là thèm thèm ăn thì. Luộc á hả? Rồi luộc hay là người ta nấu canh cũng được mà. Ôi. Có muốn làm cá thì đi vào vấn đề và nấu cá với cái này và có kia mà xếp quá. Thôi, cũng được. Mà ta ít thôi nhé. Gọi là Tay người ta nhiều thôi. Oh, pumika yung konsat. Thôi thì bây giờ thì riêng thế này. Cái đầu cái đuôi để riêng chắc thế mà. Không có ăn cái đầu hả? Nộm không ăn đầu cái đẹp cái vô. Si ces habits répondaient parfaitement au climat d'Indochine, ils allaient vite s'avérer inadéquats dès les premiers frimas de l'hiver. Il fallut donc adapter son mode vestimentaire à la réalité française. Quant aux habitations, elles étaient dépourvues d'isolation, tant thermique que phonique, si bien qu'il fallut affronter les rigueurs du climat grâce à des poêles à charbon, prêtés par l'armée. Quand ces derniers devenaient trop usagés, l'utilisation des appareils électriques était la cause de multiples coupures de réseau, et parfois d'accidents dramatiques.
Bien que la région connût une forte activité de culture maraîchère, les unités de transformation agroalimentaire ne procuraient que des emplois saisonniers aux plus valides. Un industriel de la ville voisine de Miramont s'installa en lieu et place de l'école, alors que celle-ci était en passe d'être résorbée. L'unité de montage de chaussures permettra temporairement à certains chefs de famille d'occuper un emploi durable, si bien qu'en 1975, l'industriel laissera la place à d'autres unités qui ne tiendront guère leurs promesses, puisque les négociations avec un industriel de Hong Kong n'auront pu aboutir. En réalité, du fait de leurs conditions médico-sociales, les adultes du camp avaient peu de chances d'être classés dans un emploi durable. Au-delà de la question liée à l'emploi en région, celle touchant le reclassement professionnel des Indochinois devenait un problème insurmontable pour les gestionnaires. Si elle n'était pas propice à une intégration parfaite, la vie communautaire entraînait un particularisme chez ces individus, celui de s'adonner à des pratiques transplantées de leur terre natale. Leur tendance grégaire favorisait les pratiques religieuses que les femmes ont emportées avec elles, le culte qu'elles dédiaient aux esprits et l'originalité principale de leur culture. Et comme si elle comportait une vertu thérapeutique, sa pratique leur a permis de guérir leur nostalgie et se reconstruire sur une terre qui s'avéra plus hostile que prévu.
Il faudra attendre les années 70. Les enfants rejoignaient l'école du bourg et intégraient ainsi un milieu définitivement ouvert. En tout cas, leur traitement revêtait un caractère d'exception moindre. La question de la jeunesse du camp fut une question épineuse, puisque sa population était composée à plus de 50% d'enfants et d'adolescents. Afin d'éviter le désœuvrement de ces derniers, les autorités du camp durent réunir les conditions nécessaires pour qu'une équipe d'Assimad, puis une maison des jeunes et de la culture, puisse œuvrer dans le sens d'une ouverture vers l'extérieur. Le problème de la délinquance des jeunes correspond probablement à un moment charnière dans l'existence du CAFI. Les bagarres firent grand bruit à Saint-Élivrade, si bien que les responsables locaux durent adopter des mesures musclées, recourant parfois aux gardes mobiles, alors que les acteurs sociaux tentèrent d'atténuer l'impact négatif des événements sur l'opinion publique livradaise. Si les difficultés furent nombreuses, la vie au centre comportait des moments de joie multiples et mémorables. Ainsi, l'administration favorisait la mise en place des fêtes foraines et d'animations pour les enfants. Ces moments de festivités permettaient l'expression d'une pratique culturelle différente menée par la MJC locale, jusque dans les années 2000 où les fêtes annuelles furent reprises par l'association des résidents et la coordination des Eurasiens.
2004, quand la rénovation du site s'est imposée, elle n'emporta pas l'adhésion totale et immédiate des habitants du Cafi, qui virent là leur quotidien et la quiétude si longtemps attendue quelque peu bouleversée. La sécurité des personnes était devenue la question primordiale, et le camp devenant un lieu de non-droit, les travaux engagés devenaient urgents. Dans ce climat d'incertitude, la population et les associations ont tenu à montrer leur détermination à voir préserver la mémoire du lieu de leur cantonnement durant plus d'un demi-siècle. Au moment où le relogement des résidents entre dans sa dernière phase, la réflexion pour l'établissement d'un lieu de mémoire symbolisant une histoire commune et douloureuse demeure en suspens.